Bonjour à toutes et à tous, Nicolas sur la chaîne philosophique. Voilà une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Un petit rafraîchissement, les températures baissent, mais on reste positif. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le grand Leibniz, donc philosophe, mathématicien, physicien, théologien, logicien. Voilà, que des qualificatifs, donc c'était un grand polymathe. Alors, le titre, donc Leibniz, de la monadologie, de la théodicée à la métaphysique. Donc, c'est vraiment les concepts qu'il a mis en exergue. Il a utilisé une douzaine de systèmes de pensée. Je vous en parle un peu plus loin. Voilà, vous pouvez dès à présent vous abonner à la chaîne philosophique, mettre des j'aime, des commentaires, partager et activer les notifications. Alors, qui était Leibniz? Alors, c'était l'homme du monde, contrairement à Baruch Spinoza, qui était plutôt un ascète. L'Allemand qui fréquentant les hommes d'État et les cours, contrairement à Spinoza. Il voyageait dans presque toute l'Europe occidentale. Il avait des relations jusqu'en Russie, en Chine. Il accepta le protestantisme et le catholicisme. Il utilisa, comme je l'ai dit, une douzaine de systèmes de pensée et il écrivit une cinquantaine de traités et essais. Il embrassa Dieu et le monde avec un optimiste farouche. Ce dernier vécut jusqu'à l'âge de... Alors, après avoir étudié à Leipzig et à Iéna, il se rendit à Copenhague en qualité de précepteur de la famille d'un diplomate suédois. Donc, il fut arrêté avec celui-ci quand la Suède déclara la guerre au Danemark. Il atténua l'ennui de son emprisonnement en élaborant un système de droit international. Il publia d'ailleurs en 1661 des Elementa Jurisprudentia Universalis, alors sûrement un précurseur de la jurisprudence que l'on connaît à l'heure actuelle. Je ne vais pas rentrer dans des considérations juridiques, mais comme je l'ai dit, ce dernier était un polymathe, aussi bien, il excellait aussi bien en droit, en mathématiques, en philosophie, en théologie, en tant que logicien et en physique. Alors, en ce qui concerne ses pérégrinations et son parcours scolaire, donc alors pérégrination, c'est les voyages qu'on effectue, mais c'est aussi les voyages internes, intellectuels. On peut voyager avec l'âme, avec la pensée. Et l'âme, c'était quelque chose de redondant chez Leibniz. Et justement, on va en parler un petit peu plus loin avec cette union corps et âme et ce principe de monadologie. Mais pour en revenir à Gottfried Wilhelm Leibniz, donc il naît à Leipzig en 1646 et meurt à Hanovre en 1716. Gottfried joue de tous les avantages possibles dans le domaine de l'instruction, car son père était professeur de philosophie morale. Leibniz était, comme on le dit, un Wunderkind, c'est-à-dire un enfant prodige. Assoiffé de savoir, il adorait les livres. Son père mit à sa bibliothèque à sa disposition en lui disant « Tolle lege », prends et lis. Il commença le latin à 8 ans, le grec à 12 ans. Il dévorait l'histoire, il devint un puits de science. À 15 ans, Leibniz entra à l'université où Thomasius fut l'un de ses maîtres. À 20 ans, il s'inscrivit pour l'obtention du doctorat en droit. L'université de Leipzig le lui refusa car il était trop jeune, mais il obtint peu après à l'université de Nuremberg. Donc Leibniz se plongea alors dans tous les mouvements et dans toutes les philosophies qui agitaient l'Allemagne renaissante. Il avait étudié les systèmes scolastiques, il s'imprégna complètement de la tradition cartésienne, mais l'assaisonna des objections et de l'atomisme de Gassendi. Puis il passa au matérialisme de Hobbes, donc qui a écrit le Léviathan, qu'il loua en le traitant de subtilissimus et joua donc avec son matérialisme. Leibniz rencontra Antoine Arnauld de Port-Royal, donc un érudit, Malebranche, Christian Huygens et Bossuet. Huygens l'attira vers les mathématiques supérieures et Leibniz commença ses calculs infinitésimaux. Alors, en ce qui concerne ses découvertes, ses travaux et ses recherches,
Alors, la liste est presque non exhaustive, je dirais. Leibniz inventa une machine à calculer qui constituait une amélioration par rapport à celle de Pascal, car elle procédait aux multiplications, aux divisions, aussi bien qu'aux additions et aux soustractions. Donc, là aussi, on peut voir aussi qu'il a travaillé sur le système binaire, comme ses prédécesseurs, mais il en fit quand même la pierre angulaire de la mathématique. En 1675, il découvrit le calcul différentiel et en 1676, le calcul infinitésimal. Alors, ces découvertes en psychologie eurent un effet sur la philosophie ontologique. Lorsqu'il commença à rédiger les nouveaux essais sur l'entendement humain en 1703, pour faire suite à l'essai sur l'entendement humain, écrit presque 15 ans plus tôt par John Locke, donc un empiriste britannique. Dans cet essai, Leibniz commence par une critique du grand empiriste. Donc, dans la psychologie de Leibniz, l'âme est active non seulement parce qu'étant donné sa structure et son fonctionnement, aucune idée ne se forme sans elle, mais aussi par la persistance de son activité. Leibniz a beaucoup à dire au sujet de la relation entre le corps et l'âme, mais ici il laisse la psychologie s'élever à la métaphysique et nous demande de considérer le monde entier comme des monades psychophysiques semblables à nous-mêmes. Donc c'est son éditeur, au début il voulait parler de monade, et son éditeur lui a dit monadologie, donc du logos, science, discours, méthode. En ce qui concerne donc son œuvre et la monadologie présente une vue d'ensemble du système philosophique de Leibniz, tel qu'il le concevait à la fin de sa vie. Donc composé de 90 paragraphes, c'est un exposé de ses thèses fondamentales qui peut être divisé en 3 parties. Donc les monades, les éléments du monde, avec dans le paragraphe 32 le principe de raison suffisante. Donc plus tard, Kant et Schopenhauer vont parler de ce principe de raison suffisante, qui est, pour faire vite, la relation de causalité ou de cause à effet. Donc je vous conseille à lire le Schopenhauer, la racine de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Donc c'était sa thèse de philosophie. Donc la seconde partie, Dieu, la cause du monde, et la troisième partie, le monde créé, le monde lui-même et son unité. Donc on en revient à ce qui caractérise, ce qu'il considère comme monade, c'est-à-dire seul. Le premier paragraphe commence par la monade dont nous parlerons ici n'est autre chose qu'une substance simple qui entre dans les composés simples, c'est-à-dire sans partie. Et Leibniz conclut avec son esprit vagabond et réceptif qu'il y a un monde de créatures, de vivants, d'antelecci. Donc l'antelecci, on le voit dans... J'ai fait une vidéo sur l'antelecci, anteleccia, donc cher à Aristote, entre la volonté et l'action. Donc là, c'est un petit peu différent. Leibniz a repris le concept d'antelecci à sa sauce, on va dire. Alors, de vivant, d'antelecci, d'âme, dans la moindre portion de matière. Toute portion de matière, disait-il, peut être conçue comme un étang rempli de poissons, et chaque goutte de sang, dans l'un de ces poissons microscopiques, est un autre étang plein de poissons, et ainsi de suite, ad infinitum, à l'infini. Il était ému comme Pascal avait été effrayé par la divisibilité indéfinie de toute chose. Alors, la théodicée, donc ces essais de théodicée ont pour objectif de résoudre le problème du mal. Donc c'est vrai qu'il y a cette croyance qui est chère. Alors est-ce que c'est un déiste? Je dirais plutôt un théiste, Leibniz. Et donc il pose le postulat, comment admettre d'une part l'existence d'un bon Dieu omniscient, omnipotent, donc qui sait tout, qui se trouve de partout, à n'importe quel moment, et d'autre part l'existence du bien et du mal. Donc là on est dans un schéma manichéen, donc le bon et le mal, ou le bien et le mal, ou le bon et le mauvais, peu importe le terme qu'on utilise. Et la réponse de Leibniz est que le monde tel que nous le connaissons est le meilleur des mondes possibles. Donc vous verrez cette citation en fin de vidéo, car c'est une citation très connue. Il disait « Le monde tel que nous le connaissons est le meilleur des mondes possibles ». Donc cet essai devint néanmoins l'ouvrage de Leibniz le plus lu, et son auteur fut, pour les générations suivantes, l'homme du meilleur des mondes possibles.
Voilà, je termine avec cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne philosophique. Vous pouvez commenter, partager, activer les notifications et regarder d'autres vidéos qui ont un rapport. Donc, si on fait une association, donc on peut voir donc la notion d'Antellecci, revoir la vidéo que j'ai faite sur Aristote, sur Spinoza aussi. Donc c'était des philosophes du XVIIe, XVIIIe siècle, et vous avez une playlist avec les philosophes, les concepts, les notions et du divers sur la chaîne philosophique. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end. Merci, au revoir.